Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une nouvelle semaine démarre et c'est avec plaisir que je vous retrouve sur LCF et City FM pour notre émission Toc Toc. Toc Toc de ce jour reçoit en studio deux confrères comme d'habitude. Le premier, il est déjà là avec nous. Il a pour nom Carlos Kitaou, il est le patron de l'hebdomadaire L'Indépendant Express. Bonjour Carlos. Bonjour Junior, bonjour chers téléspectateurs. Ouais. Alors, notre second invité, il est là, il va rentrer tout à l'heure, je l'ai vu tout à l'heure, puisque j'ai démarré mon introduction, il a voulu s'arrêter un peu d'abord. Tout à l'heure, je vais vous le présenter, mais avant toute chose, mesdames, messieurs, voici la une des journaux. Ok, la une des journaux de ce lundi 6 juin 2016, nous démarrons par le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre 49e session ordinaire de la CEDEAO, les non-dits de l'absence surprise de Faure Gnassingbé à Dakar. Manifestation pour l'adoption des réformes. Le CAP 2015 appelle John Mahama et Alassane Ouattara à respecter leur engagement. Guerre fratricide entre deux communautés à Achineji Agné. Un fond égorgé et vidé de son sang par un Nadia met le feu aux poudres. La famille de la victime se révolte et lynche à mort l'auteur du meurtre. Transport aérien, Askai a réceptionné un nouvel appareil, un Boeing 737-800. Deuxième journal de l'Écosse ce matin, c'est le correcteur. Le correcteur titre Gestion artisanale sur fond de népotisme à la BTCI. Le souhait de Faure Gnassingbé, la construction des agences BTCI confiées au fils de la directrice Nyakade, des recrutements fantaisistes et à grand salaire pour une banque en redressement. Organisation des compositions de fin d'année, suspension aux primaires et perte d'épreuves au collège, un cafouillage administratif à la DRE maritime qui remet en cause la crédibilité et le sérieux des autorités de l'éducation au Togo. Mobilisation pour les réformes au Togo, CAP 2015 saisit Ouattara et Mahama à propos de leur engagement d'avril 2015. Togo, une tragédie sous les tropiques. Âgé de 10 mois à l'arrivée de son père au pouvoir, Faure Gnassingbé, fort successeur de Yadema, fête ses 50 ans aujourd'hui et boucle 49 ans de règne des Gnassingbé. 9 ans après le crash d'hélicoptère de Lungi, Tata Vlessi appelle au dépassement de soi et au patriotisme pour honorer la mémoire des martyrs du football. Enfin, dernier journal avec nous ce matin, c'est Togo Matin. Togo Matin titre dénommé à Pékin les astres politiques, diplomatiques et économiques renforcés. Religion, début ce lundi du jeune musulman réforme. Le CAP 2015 trompette et interpelle opinion. Lettre ouverte au chef traditionnel Godwin Tete, plus royaliste que le roi. Retour en studio avec un autre journal que nous avons ici sous la main, c'est le journal L'Engagement. L'Engagement titre sa une ce matin, SOS Sauvons le village de Nimagna. Le chef James Koumaré Ceci crée une carrière sauvage d'exploitation de sable sans aucune étude d'impact environnemental. Bruit au comité d'action pour le renouveau car les chances d'une sortie de crise hypothéquées. Les fâcheuses réalités du mandat social de Faure Gnassingbé. Beaucoup de bruit pour rien du tout. CAP 2015, on prend les mêmes et on recommence. On marque une pause et derrière la première partie.
Retour en studio, donc nous allons parler du tout premier sujet, mais avant toute chose, si vous permettez, chers confrères, je vais présenter le second, il est là. Bonjour Augustin Sizing. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de LCF. Ça, vous voulez, les auditeurs et auditrices qui nous suivent sur City FM. Tout à fait. Je rappelle, mesdames et messieurs, que Augustin Sizing, il est le patron du demandeur togolais éco du pays. Nous démarrons par la visite du chef de l'État en Chine. C'est pas prévu au niveau du protocole, mais je veux qu'on dise un mot là-dessus. Nous y reviendrons largement mercredi prochain. Alors, le chef de l'État était en Chine, il a passé plusieurs jours là-bas. Il avait signé des contrats, on a vu aussi des financements. L'aéroport de Lomé, on va assister donc à la construction de 2 nouveaux terminaux. On a aussi des fonds pour le barrage d'Adjarala. Alors, on va se faire qui? Carlos? Alors, oui, c'est toujours une bonne chose qu'un État aille vers un autre. Un chef d'État se déplace avec une délégation d'hommes d'affaires pour un peu signer des accords, des conventions, des contrats qui permettent à son pays de se développer. Et c'est une bonne chose et nous pourrons, en tant que Togolais, qui sommes bénéficiaires de ces genres de voyages, les saluer. Et surtout souhaiter que cela se traduise dans une transparence absolue et que les voyages également soient organisés dans une certaine clarté qui permette de savoir que ce n'est pas de l'improvisation, ce n'est pas de la précipitation. Parce que quand les Togolais suivent les différentes étapes des voyages, on a l'impression que c'est sur l'État ou c'est sur le terrain que on prépare la signature des accords et des conventions et que rien n'a été dit d'avance. Alors que pour un voyage d'État, il y a des missions de prospection préalables qui essaient de conclure tout ce qu'il y a à conclure. Et là, en partant déjà, les autorités peuvent déjà informer les médias que nous sommes entrés d'aller dans un pays avec voilà un accord en main. C'est-à-dire que même si l'accord n'est pas encore signé, on y va parce qu'on a déjà conclu que l'aéroport sera financé, on a conclu que le barrage d'Adjara sera financé, alors que de par le passé, on a déjà eu à avoir la confirmation du financement du barrage d'Adjara là par certaines institutions internationales. Donc, il faudrait éviter un certain nombre de cafouillages concernant les voyages pour qu'on ne pense pas que le voyage est improvisé et que les différentes visites, les différentes étapes se font sur l'état même du voyage. Il est vrai, j'ai eu à assister à un certain nombre de voyages et j'ai constaté notamment ces différentes irrégularités qui marquent les programmes au niveau du voyage. Donc, les citoyens togolais qui sont bénéficiaires et qui sont contribuables de ces voyages doivent avoir une certaine notion claire de ce qui se fait, de ce qui se dit et des conventions qui se signent. La Chine, qui est un pays d'intérêt qu'on connaît, ne peut pas faire don d'un certain financement au Togo sans en avoir une redevance, un retour. Donc, ça veut dire que c'est un prêt, c'est à quel montant, c'est sur combien d'années. Tout cela, les citoyens togolais ont besoin de savoir cela avant qu'on ne fasse un peu de la trompette pour dire que la Chine a financé ou a aidé le pays. Voilà un peu l'analyse que moi je fais de ces voyages. Alors, Augustin Sizing, un mot sur la récente visite de l'État, chef de l'État en Chine. Ben, en fait, je pense que comme l'a dit Carlos, pour un Togolais, lorsque vous avez le chef de l'État qui fait un voyage dans un pays comme la Chine avec une offensive sur le plan économique, avec dans sa JBCR, si je peux le dire comme ça, plusieurs contrats qui sont signés et puis des conventions et des dons, on peut s'en réjouir. J'ai constaté avec un si bon intérêt que tout ce qui est en train de se faire au plan national se fait avec une certaine vision pour relancer le pays au plan économique et pour repositionner le pays sur l'échiquier international. Mais c'est avec plaisir que je constate aussi qu'il y a des dons. Mais bon, contrairement à ce que Carlos a dit, je suis d'accord quand même qu'il faut quand même que du travail se fasse.
Mais je ne doute pas un seul instant quand même que la façon dont le voyage du chef de l'État a été organisé a été une organisation, peut-être on va pas dire extrêmement parfaite, mais on va dire quand même que ça répond à un certain nombre de professionnalisme. Parce que vous savez, lorsqu'il y a un voyage du chef de l'État, il y a d'abord une offensive diplomatique d'abord entre les deux pays, puisque c'est un voyage officiel, et puis il y a des conventions. Mais je comprends plus ou moins l'inquiétude de Carlos dans le sens de ce que il aurait été peut-être intéressant qu'au niveau de certains médias, peut-être des médias publics, qu'on nous fasse peut-être des avant-papiers pour nous dire que en fait le voyage du chef de l'État est frappé en filigrane de la signature de certaines conventions. Bon, j'ose croire quand même qu'au niveau donc des médias d'État, on prend ensemble cela, mais qu'à cela ne tienne, je pense que je suis certain que ça a été ficelé. Ça a été ficelé, et vous savez, quand vous ficelez ça, même quand vous arrivez, vous avez déjà peut-être 10 contrats que vous avez déjà préparés. Mais sur l'État, il y a des moments où vous constatez qu'il y a d'autres structures qui manifestent un intérêt vis-à-vis de votre pays et qui veulent signer. Très rapidement, il y a une commission qui se met sur place et cette commission commence à travailler. Et la façon dont cette commission travaille, on sent quand même qu'il y a, j'allais dire, un investissement humain et qui peut donner parfois aussi l'impression qu'il y a une sorte d'impréparation. Mais pris ensemble, je pense que nous sommes, en tant que journalistes, ceux-là qui contribuent d'une certaine manière à amener l'autorité publique, à côté des félicitations que nous pouvons lui faire, à parfaire davantage son travail et à faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et puis, si je peux le dire, oui, la Chine est un pays du Sud comme le Togo. Nous sommes classés comme des pays du Sud. Et la Chine est une puissance. Elle est devenue une puissance de par le passé. C'est la première puissance mondiale. Oui, de par le passé. Depuis un certain temps, elle est devenue la première puissance mondiale. Oui. Mais en matière de réalité économique, culturelle et tout ça là, la Chine est un État qui a évolué vers une certaine émergence pour devenir une puissance mondiale. C'est vrai. Bon, ça veut dire que la Chine, quoi qu'on dise, aussi a les mêmes intérêts que les grandes puissances mondiales. Et si on doit prendre une disposition économique vis-à-vis d'un pays, il faudrait que, plus ou moins, qu'on puisse en connaître les contours. Surtout quand le Togo, étant ciblé comme un pays lourdement endetté à travers les rapports du FMI, de la Banque mondiale, d'autres rapports, on ne peut pas aller continuer à contracter des dettes sur l'État, sur le dos de l'État, sans qu'il y ait des dispositions institutionnelles, parlementaires et constitutionnelles qui se fassent. Donc il ne faudrait pas sauter parce que tel partenaire est intéressé, veut financer, veut faire du crédit, alors on s'engage dedans. Il faut prendre toutes les dispositions qui permettent d'obtenir une orthodoxie financière plutôt que de continuer à endetter l'État. En fait, j'ai une inquiétude en tant que journaliste, c'est normal. Voilà. Mais ça m'étonnerait quand même que les autorités ne prennent pas des dispositions dans ce sens-là. Si elles ne le prennent pas, ce serait dommage. Voilà, mais je crois que ça, je pense que ils doivent avoir pris ça. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent actuellement sur LCF et CCFM que tout à l'heure, à 10h30, 10h35, nous aurons comme invité Maître Jean Yaovi Deglé, le patron de l'association Bâtir le Togo, avec lui on va aborder plusieurs sujets d'actualité. Alors, nous allons parler d'un sujet important. Aujourd'hui, nous sommes aussi juin 66. Nous sommes aussi juin 2016. 6 juin 1966, 6 juin 2016. Faye Gnassingbé, le chef de l'État togolais, a 50 ans aujourd'hui. Un jubilé d'or qui se fait depuis le week-end dernier. Il y a eu des messes demandées par la Convention des femmes unies à Hankope et aussi à Guanivé par la nouvelle jeunesse de soutien à fort NSJPF. La fête se poursuit actuellement avec des réjouissances en ville et dans plusieurs quartiers de la capitale. D'abord, quels sont vos souhaits pour le chef de l'État à l'occasion de son jubilé d'or? Carlos. Bon, avant d'en arriver là, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi-même, j'ai fêté mon anniversaire le 4 juin dernier, c'est-à-dire samedi dernier. Merci. Donc, vous avez fêté avec Jean-Pierre Fabre alors? Jean-Pierre, c'est le 2. Et moi, c'est le 4. Bon, bref, oui, c'est le 2. C'est Kabila qui vient le 4 également, le président de la RDC. Donc, moi, je suis au 4, le chef de l'État est au 6. Donc, tous les vœux qui me sont portés à travers les médias sociaux, à travers les amis, et je crois que moi, je ne peux que retrocéder également ces vœux au chef de l'État. La santé et surtout la sagesse dans la gouvernance, l'écoute du peuple. Je crois que c'est ce que le pape a eu à lui dire quand il était au Vatican, qu'il faut que les autorités togolaises écoutent.
le peuple. Il y a des cris de détresse, il y a des cris de chagrin, et il y a des interpellations quotidiennes que les populations, les citoyens, que les chefs de l'État dirigent, qui sont lancés à l'endroit du président de la République, qui aujourd'hui a 50 ans. Donc c'est un jubilé d'or. Il faudrait que le chef de l'État fasse l'effort de faire une évaluation. C'est ce qu'on fait quand on fête son anniversaire. Une évaluation de sa vie. À 50 ans, il a déjà totalisé 10 ans, plus de 10 ans à la tête d'un État. Et ce n'est pas rien, c'est un bilan assez positif. C'est même un record. Bon, à 50 ans, quelles sont les responsabilités que tu as pu assumer? Quelles sont les responsabilités régaliennes par rapport à ta fonction du président de la République? Qui tu as satisfait, qui tu n'as pas satisfait? Qui tu as offensé, qui tu n'as pas offensé? Quels sont les objectifs que tu as pu atteindre à 50 ans? Il faudrait faire cette évaluation, faire le bilan et faire une remise en cause si possible et s'engager sur une nouvelle base qui devrait permettre de voir un horizon plus éclairci que celui que nous connaissons. Parce que à 10 ans, plus de 10 ans à la tête de l'État togolais, il y a toujours une certaine contestation qui se dégage, une certaine insatisfaction et une certaine vague de critiques qui sont fondées, légitimes ou pas, ça dépend de celui qui parle. Donc, 50 ans après, il faudrait que le chef de l'État se remette en cause, que je lui souhaite le vœu de sagesse, d'écoute du peuple. Et normalement, dans certains pays, nous ne sommes pas dans une monarchie, à 50 ans, il y a un grand cadeau que l'homme qui a le pouvoir de pouvoir concéder certaines choses fait au peuple, à la nation ou à certains individus. Je ne veux pas dire que si aujourd'hui le chef de l'État disait avec mes 50 ans je prononce la libération de Pachanga Singbe par exemple, ce sera un grand coup pour son anniversaire de 50 ans. Ou bien j'engage au niveau des réformes politiques qu'à partir de ce jour je vais instruire les institutions pour que le mandat soit limité à 2, ou bien pour que le mode de scrutin soit à 2 tours. Ça, ce sont les événements qui peuvent meubler de grandes annonces qui peuvent meubler les 50 ans. Mais si 50 ans passent à travers les petites messes données de part de les offices religieux et tout ça là, je pense que ça n'aura pas donné un effet imposant à cet anniversaire. Augustin, je lui souhaite joyeux anniversaire en tout cas. Ok, Augustin Sezing, Fagna Singbe a 50 ans et déjà 11 ans passés à la tête du pays. C'est une grâce ou bien ce sont des circonstances, de concours de circonstances? Vous savez, d'abord, lorsqu'on vit, on a 50 ans, c'est d'abord une grâce. Et ensuite, au-delà de toute chose, avoir 50 ans et bénéficier de ce que on a pu faire 2 mandats à la tête de l'État et que le peuple vous confie un autre mandat, je pense que c'est une lourde responsabilité. Et en même temps aussi, il y a un certain nombre de circonstances qui peuvent contribuer à cela. Maintenant, qu'est-ce que je dis, c'est que 50 ans, je vais m'adresser au chef de l'État en lui disant, Monsieur le Président de la République, vous avez 50 ans aujourd'hui. 50 ans, le peuple vous a donné un autre mandat. C'est vrai qu'en 50 ans, vous avez eu certains résultats. Vous avez réussi à avoir un accord politique. Vous avez réussi à faire, à engager véritablement le pays dans le sens de la réconciliation. Vous avez réussi à faire un certain nombre de réformes. Vous avez réussi également à avoir un certain éclairci en matière économique, parce que nous voyons cela, c'est visible. Mais je vais vous dire, Excellence, Monsieur le Président de la République, que malgré tout, le peuple vous a donné du pain. Vous avez donné du pain, il mange. Mais le peuple vous demande en dehors du pain, si vous pouvez ajouter du beurre, ce sera encore meilleur. Malheureusement, c'est l'expression du caractère insatiable de l'être humain. Et ça fait partie de la vie. Comprenez cela. Que Dieu vous bénisse, que vous ayez de la santé, et que vous sachiez que, au-delà de tout ce que vous avez fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, et que vous vous investissiez davantage dans ce sens-là, pour essayer de voir comment vous pouvez traduire ce mandat que vous avez voulu social, pour que les Togolais puissent le ressentir. Vous avez démarré, continuez, allez-y, regardez l'objectif. Voilà. Vous êtes sérieux quand vous dites que le peuple togolais mange? Pardon? Ah, du pain, comme il a dit. Vous êtes sérieux quand vous dites que le peuple togolais a du pain? Vous êtes sérieux en le disant? Je dis, si le peuple lui demande du pain, il lui donne. Le peuple lui demande maintenant, en dehors du pain, il faut acheter du beurre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est une façon, c'est une figure de style. C'est pour dire que si on demande quelque chose, si à un moment donné, on estimait que dans notre pays, il ne faut pas, par exemple, un journaliste en prison. D'accord?
Si aujourd'hui nous n'avons pas de journalistes, attention. Vous parlez du pain. Je dis c'est une figure de style. Ouais. Je dis c'est une figure de style. C'est une façon de parler de façon imagée. Peut-être que j'ai pris le pain et puis bon, ça tape un peu l'œil. Oui, parce que le pain, du beurre, ça veut dire que le pain est rassasié et c'est le beurre qui vient maintenant en surplus, en bénédiction du pain. Ça veut dire que nous sommes déjà rassasiés. C'est pour dire que si, par rapport au programme du chef de l'État, il estime qu'un certain nombre de choses ont été faites, il n'a qu'à comprendre qu'on a encore beaucoup de choses à faire encore. Sur le côté peine de la chose, je pense que c'est une figure de style. On ne parle pas du pain à proprement parler, parce que même quand vous allez dans les grandes nations démocratiques et économiquement avancées, il y a toujours des gens qui cherchent à avoir du pain et qui n'en trouvent pas. Alors, à l'occasion du jubilé d'un chef de l'État, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit les Togolais s'interrogent réellement, puisqu'il a déjà fait 11 ans au pouvoir, il se demande est-ce qu'il va faire des décennies comme son papa ou bien il va vouloir se retirer de sitôt. Oui, la question vaut son pesant d'or, dans la mesure où nous sommes dans cette escalade qui est inquiétante. Une escalade inquiétante dans la mesure où on n'a pas réussi, malgré les tractations avant l'élection présidentielle de 2015, à créer une situation de limitation de mandat. On n'a pas réussi. Et aujourd'hui, le boulevard est encore là. Les mêmes problèmes sont encore là. Et les mêmes inquiétudes demeurent. Pourquoi ça demeure? Parce que si on doit encore s'engager dans cette logique de limitation de mandat, le problème de la non-rétroactivité va encore se poser et on va rester encore dans ce même cercle vicieux qui va amener à 2020 où on dira qu'on n'a pas pu s'entendre et que le mandat actuel, c'est-à-dire de 2015 à 2020, ne compte pas et on revient en arrière. Donc, on aurait pu peut-être faire économique des polémiques oiseuses qu'on a tenues entre 2010 et 2015 pour obtenir au moins la limitation de mandat, pour que le mandat actuel soit le premier ou le mandat passé soit le premier et que ce mandat soit le dernier et qu'on s'engage dans une certaine alternance, ce qu'on n'a pas obtenu. Et si le chef de l'État ne donne pas des signaux qui permettent d'imaginer un peu que dans 3 ans, dans 4 ans, il va lâcher prise, il va laisser le pouvoir à un autre. Donc on peut croire qu'après 50 ans, le chef de l'État est en train d'aller vers le règne à vie. Parce qu'il n'y a pas de signe qui prouve que bon, il y a l'alternance et le mode électoral est assez verrouillé, pas de limitation de mandat, pas de mode de scrutin, la décentralisation n'est pas sur une bonne voie et il y a toujours les mêmes causes qui ne permettent pas de favoriser l'alternance. Ces mêmes causes sont là pour produire les mêmes effets. Donc la crainte est réelle. On craint que le chef de l'État s'engage dans un pouvoir à vie, sans partage. En 2020, Faure Gnassingbé aura ses 4 ans, donc 15 passés à la tête du pays. Pensez-vous que c'est suffisant qu'il se retire? Vous savez, en fait, lorsque vous voulez analyser cet aspect de la chose et que vous voulez situer les responsabilités, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, l'opposition togolaise a raté un peu le coche. Je me réjouis de ce que Carlos, dans son analyse, a pu retracer un peu ce qu'on peut appeler les responsabilités des uns et des autres. Parce qu'en fait, à un moment donné, je pense qu'il faut éviter de personnaliser le débat ou la lutte politique. Pour faire en sorte que cette lutte politique-là, si on veut vraiment une alternance, on ne la veut pas pour soi. On la veut pour le peuple. On est dans une situation où, à un moment donné, les gens ont estimé que le débat aurait pu être posé au CPDC, au CPDC+, à d'autres dialogues. Et le débat a été posé. Des propositions ont été faites au niveau donc de l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'on aurait pu avoir une certaine clairvoyance politique pour dire, ben, écoutez, c'est ça. Ben, dès lors que la Constitution permet à une personne de se présenter, la volonté politique est telle que, à l'unisson, à un moment donné, les gens ont dit il faut qu'on réfléchisse sur le mandat présidentiel. On s'en fout de ce que quelqu'un a fait, 1 ou 2 mandats. Mais on prend le courage de commencer quelque part. Puisque, à un moment donné, il faut commencer quelque part. On a raté le coche. Ben, si, au niveau donc de la Constitution, nous avons donc la possibilité de nous présenter à l'élection et que le chef de l'État, son parti, le présente encore comme candidat,
il va y aller. Mais je pense, comme Carlos l'a dit, si on a raté le coche, par exemple, pour 2015, j'allais dire peut-être 2014-2015, il y avait... Le 14 juin 2014. 2014, justement. Si on a raté le coche, ayons le courage de réfléchir pour voir dans quelle mesure, d'ici 2019, comment on peut avoir une situation de ce genre. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut commencer quelque part. Justement, la question de réforme mobilise l'opposition depuis quelques semaines. Et samedi dernier, l'opposition était dans la rue pour réclamer que les réformes soient matérialisées au CAP 2015. Je parle de CAP 2015, qui cette fois-ci a écrit au chef d'État du Ghana et de la Côte d'Ivoire pour leur rappeler leur engagement pris au lendemain de la présidentielle de 2015. Le chef d'État du Ghana et de la Côte d'Ivoire avait promis revenir pour aider le Togo à opérer les réformes. Carlos, votre réaction? Oui, si nous étions dans un pays normal, je ne pense pas qu'on multiplie, que l'opposition multiplie des marches, des manifestations politiques pour obtenir ce qu'on appelle réforme qui, en principe, revient au bénéfice du peuple togolais et qui, en principe, fait l'unanimité au niveau de chaque acteur, puisque tous les acteurs ont signé que nous allons nous engager dans la logique de la réforme. Et si les premiers acteurs qui constituent les autorités au pouvoir ne donnent pas cette volonté politique pour opérer ces réformes, je ne pense pas que les manifestations de rue pourront les mettre cette pression-là suffisante pour faire les réformes. On dit on ne peut pas faire braire un âne contre sa volonté. Si aujourd'hui le chef de l'État togolais et le parti UNIR dit que bon voilà, nous nous engageons dans une réforme effective où la limitation des mandats est réelle, le mode de scrutin est à 2 tours, et que nous allons nous avancer, rester au diapason des autres pays de la sous-région, parce que le Togo est l'un, ou presque le seul pays de la sous-région ouest africaine à continuer à traîner le boulet de mode de scrutin à 1 tour, et aux élections législatives, à cette histoire de proportionnel à la forte moyenne, et tout ça là. Il n'y a que le Togo qui continue de terminer ça, alors que tous les autres pays sont dans cette logique standard des démocratiques qui consiste à faire des élections à 2 tours. Là, c'est déjà un problème pour le Togo. Donc, c'est vrai, l'ANC, le CAP 2015 et ses alliés et tout ça là, ils connaissent les effets des manifestations. On ne peut pas les leur interdire. La preuve, c'est à travers les manifestations, peut-être qu'on a pu obtenir le fait qu'aujourd'hui, il soit devenu le chef de file de l'opposition, avec ses privilèges et tout ça là. C'est à travers les manifestations qu'on a pu obtenir un certain nombre de choses, c'est vrai. Mais mathématiquement, est-ce que ce sont les pressions et les manifestations qui vont continuer à jouer ce rôle-là, ou bien il faudrait que le pouvoir prenne ses responsabilités, parce que pour décréter le mode de scrutin, pour essayer de réviser la constitution, pour en fait aller à la limitation des mandats, le chef de l'État, qui est le premier magistrat, a des pouvoirs, qui est le président du parti au pouvoir, a les prérogatives de pouvoir donner sa volonté politique pour le faire. S'il ne le fait pas, c'est une mauvaise foi, et je ne pense pas qu'avec cette mauvaise foi, on puisse continuer à mener des actions pour demander les réformes. Et les chefs d'État du Ghana et de la Côte d'Ivoire, John Mahama et Alassane Ouattara, étaient au chevet du Togo à la veille d'une certaine implosion des résultats au niveau de l'élection de 2015. Mais ils ont parlé, ils ont rassuré les uns et les autres sur un certain apaisement après la proclamation des résultats. Je ne me rappelle pas qu'il y ait un accord qui a été signé, paraphé par les deux parties pour dire que nous allons céder, du moins ou bien accepter les résultats. Je vais parler de l'opposition, les résultats qui seront rendus publics, mais à condition que pendant les 2 ans ou 3 ans à venir, qu'on puisse trouver la formule pour faire les réformes nécessaires. Les chefs d'État, ils ont fait la déclaration, ils ont dit qu'ils reviendront aider les Togolais à opérer les réformes. Oui, ce sont des déclarations. C'est ça. Les déclarations ne peuvent pas engager une constitution. Les déclarations ne peuvent pas engager des acteurs politiques dans des décisions aussi importantes que les réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est pourquoi peut-être on a fauté à l'époque, ou bien l'opposition a fauté à l'époque, en n'exigeant pas des accords écrits par rapport à l'engagement aux réformes dans les prochaines années.
Et on a laissé faire, on s'est laissé baiser, entre guillemets, par des chefs d'État qui sont venus faire des déclarations pour obliger à accepter les résultats. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Alassane Dramane Ouattara, dans son propre pays, il a dit que quand il sera réélu, dans les prochaines années, dans les prochains mois, il va engager des réformes pour la révision de la Constitution, pour débarrasser la Constitution. Et il a commencé. Il a créé la commission a déjà rendu son rapport et l'engagement qu'il a pris est en marche, est en train d'être honoré. Mais pourquoi il ne conseillerait pas à son poulet, puisque il est venu le protéger, que bon, voilà, moi j'ai engagé chez moi les réformes constitutionnelles qui permettent de créer une situation d'apaisement. Alors il faut le faire parce que nous avons formellement pris des engagements en ton nom pour apaiser ton pays. Pourquoi il ne le fait pas? Le temps passe, on va passer la parole à Augustin pour recevoir notre invité. Je rappelle notre invité déjà là, il s'appelle Jean Yaovi Degli. Alors Augustin, on l'a vu dans les pays de la sous-région, au Bénin, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Les chefs d'État ont pris l'initiative de mettre sur pied des commissions pour réfléchir, plancher à la mise sur pied ou bien à la modification de la Constitution. Pourquoi le chef d'État togolais Fagne Singbe ne rentre pas dans la même logique pour mettre sur pied la commission dont il a fait, il en a parlé il y a fait 1 an, mettre sur pied cette commission pour commencer par plancher sur la question des réformes? Vous savez, en fait, généralement, lorsque nous faisons ce type de débat, nous avons toujours cette habitude de jeter l'anathème sur l'autorité publique exclusivement. Non, je pense qu'il faut prendre la hauteur et faire une analyse aussi approfondie qui nous permet de savoir que, au-delà de toute chose, quand même, l'opposition a une part de responsabilité. Une grande part de responsabilité dans cette histoire. Vous savez, une opposition avec la question même du chef de file de l'opposition qui a été presque institutionnalisée. Et donc, nous sommes dans une situation où l'opposition, après 25 ans, 26e année de lutte démocratique, n'est pas arrivé par rapport à ces multiples échecs à constater que voilà cette stratégie ou cette autre stratégie qui peut marcher. Nous sommes dans une logique de faire en sorte que, eh bien, nous puissions avoir des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ben, vous pensez que les gens ont marché pendant pratiquement 5 ans, il n'y a pas eu un effet. Aujourd'hui, on veut marcher encore pour avoir le même effet. Carlos l'a dit si bien. Je pense qu'il faut changer de fusil d'épaule. Il faut comprendre ceci. Il faut comprendre ceci. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où parfois la façon dont l'opposition même veut les réformes, moi j'ai un peu comme l'impression que le vrai piège ou bien le vrai problème ou la véritable problématique au niveau de l'opposition, c'est l'immédiatité même des résultats. Non, c'est-à-dire que quoi? Nous sommes dans un processus. Si le processus est tel qu'on veut des réformes, il faut mettre sur pied des stratégies qui, même si c'est pas, vous savez, il y a un mandat de 5 ans, nous sommes quand même une première année. Si on veut faire par exemple des réformes, et qu'on veut vraiment avoir ces réformes-là, il faut faire en sorte à discuter. Le dialogue, c'est la chose la plus intéressante. Il faut dialoguer. Parfois, on a un peu comme l'impression que la pression de l'opposition, elle est normale, hein, c'est une opposition, elle joue son rôle. Mais les résultats, on les veut ici et maintenant. Non, ça pose problème. J'ai un peu comme l'impression qu'on n'approche pas l'autorité, on n'essaie pas de voir un peu comment les choses sont en train d'être faites. Et puis, sur la question des réformes institutionnelles et constitutionnelles, vous savez que actuellement il y a quand même un processus qui est enclenché. Il y a déjà ce processus-là vers les locales qui est enclenché. Il y a certaines réformes qui sont en train d'être faites. Les autres réformes, notamment au niveau de la Constitution, notamment la limitation des mandats et puis le mode de scrutin et tout, c'est des réformes qui peuvent être souhaitables. Et ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ce sens-là? Est-ce que dans notre chronogramme, on essaie de voir, mettre sur pied une stratégie pour que dans notre chronogramme, on puisse accepter, faire en sorte que nous puissions avoir les locales bien organisées, bien faites, avec les découpages que nous allons souhaiter pour qu'au cours d'un dialogue, qu'on puisse avoir, parce qu'à un moment donné, quand les gens vont à une négociation au niveau de l'opposition, j'ai un peu comme l'impression que les gens veulent aller pour tout avoir. Ça pose problème. À une négociation, on prend un peu, on perd un peu, et puis on avance. Et ensuite, dans le chronogramme, juste après ça, si on sait faire l'idée de ce que les réformes institutionnelles et constitutionnelles, ça peut être maintenant à l'ordre du jour, parce que nous avons fini pour les locales, on essaie de réfléchir. Mais tout ça là, j'ai un peu comme l'impression qu'il n'y a pas une programmation qui est bien faite, il n'y a pas un planning, il n'y a pas un plan stratégique, il n'y a pas même une stratégie qui est mise sur le pied, on a vu parfois à vue, et après c'est facile, on jette l'anathème sur l'autre, même si je dois reconnaître que dans tout ça là aussi, l'autorité publique a aussi une part de responsabilité. Nous allons marquer une pause, malheureusement, le temps file, hein, c'est ça. On va marquer la pause obligatoire pour recevoir notre invité. Alors, la régie pour la pause.
Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Que nous sommes trop mesquins. Retour au studio avec notre invité. Je vous rappelle que nous recevons ce matin Maître Jean-Ravi Degli. Il est donc président de l'association Bâtir pour le Togo. Il est ancien ministre, il est avocat au barreau du Togo. Bonjour Maître. Bonjour. Alors, nous avons voulu vous recevoir ce matin pour parler de l'actualité. Et toujours le même sujet qui revient, la question des réformes. La question des réformes. Il y a un an environ, on vous a vu très actif sur la question des réformes avec certains de vos amis de la société civile. Vous avez proposition à l'époque, mais malheureusement, les réformes n'ont pas eu lieu et nous sommes là et ça traîne toujours. Le sujet revient toujours d'actualité. Alors, quel est votre avis là-dessus? Qu'en dites-vous par rapport aux réformes dont l'engagement a été pris il y a environ 10 ans? Les réformes seront toujours d'actualité. D'abord, je vous salue et je salue tous vos téléspectateurs. Les réformes seront toujours d'actualité. Vous savez, nous avons dans ce pays évolué jusqu'à arriver à un certain degré assez avancé, en espérant que la démocratie va s'installer, s'incruster, devenir l'état de droit. Malheureusement, après les années 90 et la transition, on a l'impression que la transition togolaise s'est terminée en queue de poisson, sinon en un serpent de mer qui se mord la queue. Et bon, nous sommes revenus à la case départ où tout ce qui a été fait pour permettre à une démocratie d'avancer au Togo, on l'a ramené en arrière, comme si on voulait recommencer les choses à zéro, comme si on voulait effacer toute une période, ce qui a fait que les éléments fondamentaux qui doivent rester dans notre constitution pour permettre que démocratie et état de droit existent et existent véritablement, comme cela se passe dans les pays voisins comme le Ghana et le Bénin, malheureusement, ces éléments ont été ressortis de la constitution. Limitation de mandat, il n'y en a plus. Répartition des pouvoirs entre le président de la République et le chef de gouvernement, tout a été chamboulé. On a l'impression qu'on est revenu dans un régime présidentiel alors qu'on était dans un régime semi-présidentiel à la française. Les pouvoirs, notamment de l'Assemblée, tout ça a été changé. La possibilité d'engager la responsabilité du gouvernement, les choses ne sont plus les mêmes. Du coup, nous sommes aujourd'hui dans un régime qui n'a pas de nom en tant que tel. On a comme l'impression qu'on est en train de ramer entre une idée de la démocratie et une idée de la dictature, toujours. Donc, nécessairement, cela pose un problème. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, lorsque en 2005, il y a eu les événements qu'il y a eu avec l'accession au pouvoir du président de la République, Faure Gnassingbé, la communauté internationale a compris que le problème du Togo est un problème qui est fondamentalement dans la Constitution, dans la mise en place d'un régime qui permette d'avoir l'état de droit. Et c'est là où on a eu à signer l'accord politique global en août 2006. Bon, malheureusement, cet accord, rien n'a pu être fait sérieusement pour le concrétiser jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces conditions, le problème togolais demeure. Les revendications qui ont été faites dans les années 90, fondamentalement sur le plan politique, sur le plan de la démocratie, ces revendications demeurent encore aujourd'hui. Nous avons un système politique dans lequel une seule personne peut rester au pouvoir à vie. Aucune démocratie dans le monde ne fonctionne de cette manière. Comment l'expliquez-vous à votre niveau? Non, je l'explique par deux faits. Le fait que le pouvoir en place n'ait jamais voulu faire évoluer les choses dans ce sens. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui s'est passé dans les années 90, on a à un moment donné essayé de faire comme si on les a effacés, comme si le Togo, lui, était un no man's land et qui ne doit jamais évoluer vers la démocratie telle que les autres États la connaissent. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons eu en face
de ce pouvoir que l'on connaît depuis, dont on connaît les réactions depuis, on a eu en face de ce pouvoir des gens qui n'ont pas eu la stratégie qu'il faut face au pouvoir tel qu'il est au Togo. C'est ça le problème fondamental. Vous savez, on a beau dire que oui, le régime est comme ci, le régime est comme ça. En face du régime, comment est-ce que vous vous organisez pour faire changer les donnes? Malheureusement, notre opposition n'a pas su. Sinon, dès la signature de cet accord, on aurait pu le mettre en œuvre si le gouvernement tel qu'on l'avait imaginé à l'époque, avec toute l'opposition entrant dans le gouvernement et pesant sur les événements, si on avait eu ce genre de gouvernement à l'époque, les choses auraient pu évoluer. Mais tout de suite, il s'est posé un problème entre l'UFC et le cas. On a dit qu'Aboyibon ne doit pas être le Premier ministre. C'est-à-dire on s'est battu sur des choses qui n'en valaient véritablement pas la peine, à côté des choses qui sont importantes et qu'on a oubliées. Et du coup, on a permis au pouvoir, qui aurait pu être obligé. Parce que vous savez, en 2006, quand Faure Gnassingbé cherchait une reconnaissance internationale, une légitimité internationale, c'était en ce moment-là qu'il fallait l'obliger à faire. Il fallait mettre la pression. Absolument, c'est en ce moment. On a laissé. Et donc l'opposition n'a pas fait assez. On n'a rien fait à cette époque. On n'a rien fait. On s'est installé dans une sorte de léthargie et puis dans une sorte de lutte intestine éternelle au sein de l'opposition elle-même. Et pendant ce temps, le pouvoir a tranquillement évolué, s'est raffermi, s'est légitimé. Et après, lorsqu'on a commencé à demander, c'est le dos rond. Oui, maître, bon, vous pensez que l'opposition n'en a pas fait assez face à un régime qui, parfois, ne lésine pas sur les moyens pour s'attaquer à une opposition qui revendique par une répression, parfois par les armes. Vous voyez, quand vous voyez les événements de 2005 et de 2007, vous pensez que l'opposition n'en a fait assez? Est-ce que l'opposition a des marges de manœuvre, avait ou a aujourd'hui des marges de manœuvre pour pouvoir obtenir des réformes de régime qui aujourd'hui reste dans une situation de refus catégorique de céder? Aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile. Mais hier, ce n'était pas impossible. Ce n'était pas aussi difficile. Vous voyez, vous venez de parler de 2005. Ce qui s'est passé en 2005 a été tellement décrié, a été contesté, a été condamné dans le monde que si en 2006, 2007, l'opposition poussait le régime à faire des changements, le régime ne pourrait plus utiliser les mêmes moyens. Parce que Faure Gnassingbé et tous ceux qui l'entourent ne sont quand même pas bêtes. Ils savent très bien que en 2006, en tout cas, ils étaient assez fragiles. Ils avaient besoin de cette communauté internationale. Ils avaient besoin de cette reconnaissance. Donc si on avait poussé en ce moment, l'accord qui a été signé avec l'aide de la communauté internationale aurait pu être mis en œuvre. On n'a pas véritablement fait. Et puis après, bon, on est passé à autre chose. On a fait d'autres combats. On a fait les élections présidentielles, d'abord législatives en 2007 et puis présidentielles en 2010. Et là aussi, excusez-moi, on est entré dans une logique qui est devenue extrêmement dangereuse. Et des gens comme moi avaient osé en 2011-2012 critiquer cette logique, celle de la banalisation d'un instrument fondamental qui est la marche politique, la marche de revendication. Nous avons utilisé la marche de revendication dans les années 90 et nous savons ce que cela peut donner. Bien organisé, nous savons où ça peut aboutir. Parce que nous sommes dans un système qui n'aime pas non plus qu'on le voit trop mal en point ou qu'on le voit trop contesté. Nous avons banalisé la marche. Tous les samedis, il fallait sortir pour marcher. À un moment donné, vis-à-vis de tout le monde, des citoyens togolais comme de la communauté internationale, la marche ne signifiait plus rien. Elle ne signifie plus rien. La marche est une menace. Dans un pays, quand les gens disent l'opposition va marcher, les syndicats vont marcher, la société civile veut marcher, le pouvoir tremble. C'est ça que cela doit être. Mais en banalisant cet élément, nous en avons fait quelque chose qui ne fait plus peur au pouvoir. Et qui n'attire plus la communauté internationale non plus. Donc aujourd'hui, il faut véritablement repenser la façon de faire pression sur le pouvoir pour que les choses changent. Vous avez des solutions? En fait, par rapport à ce que vous dites, maître, on comprend que vous êtes en train d'expliquer aux yeux du monde que en fait la stratégie qui voudrait que l'on utilise au sein de l'opposition, la marche comme moyen de répression, a été donc, comme vous l'avez dit, si je vais reprendre vos mots, banalisée. Et donc, est-ce qu'on peut comprendre que l'opposition est en manque aujourd'hui de stratégie véritable? Et qu'est-ce que vous pensez être la meilleure en fait?
Je ne proposerai pas de stratégie. Si j'en ai à proposer, ce ne sera pas sur un plateau de télévision, bien évidemment. Une stratégie, ça se médite et ça se travaille à la maison et dans un cadre où on peut le protéger et la protéger et la sortir après. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que effectivement, l'opposition est en panne de stratégie. Et malheureusement, pendant longtemps, notre opposition a été en panne de stratégie. Lorsqu'il faut utiliser les stratégies les meilleures, l'opposition s'arrête au milieu du gué, n'arrive pas à aller au bout. Vous savez, en 2012, en 2012, CST. on a fait, voilà, collectif Sauvons le Togo. Oui. On a appelé les gens, on a parlé de réformes. Et puis, les gens sont sortis parce qu'à l'époque, tout le monde pensait à ces réformes-là. Les gens sont sortis massivement dans la rue. Dès qu'on a vu le nombre de personnes qui est sorti, on a dit non, Faure doit quitter le pouvoir. Mais ce n'est pas pour ça qu'on avait appelé les gens. Ce n'est pas pour ça. Peut-être que si on avait appelé pour ça, autant de monde ne serait pas sorti. Donc lorsque vous appelez un peu pour venir faire quelque chose, quand il sort et qu'il vient revendiquer avec vous, c'est la fidélité à l'engagement. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'au sein de l'opposition togolaise, il y a un problème de maturité ou de manque de clairvoyance politique? C'est vous qui le dites. Si je le dis, on dira que j'ai injurié des gens. Je ne dirai pas. Je dis seulement qu'on a un problème de panne. On a une panne en matière de stratégie. Alors, on revient en 2016. Alors, il y a un an, le chef de l'État avait promis la création d'une commission qui sera présidée par Mme Ouattara pour faire des réformes. Et depuis, silence radio. Oui, vous devez comprendre ça. Le chef de l'État profite. Je ne comprends pas à mon niveau. Moi, Il faut comprendre ça. Le chef de l'État est dans une stratégie. D'abord, la situation de statu quo actuel de la Constitution qui est là, qu'il n'y a pas de limitation de mandat, elle profite à qui? Au chef de l'État et au pouvoir actuel. Elle profite au chef de l'État. Pourquoi vous voulez qu'il se précipite pour aller changer la situation? Et pourtant, il s'est engagé à le faire depuis 10 ans. Il s'est engagé à mettre en place une commission. Est-ce qu'il nous a dit le jour où il mettra en place la commission? C'est tout là le problème du Togo. Le chef de l'État s'est engagé, il a dit, bon, je vais mettre en place une commission. Il a précisé la date. Maintenant, il faut qu'il y ait un moyen pour obliger le chef de l'État à venir au fait qu'il a fait une proposition, qu'il doit respecter la proposition. Parce que l'accord politique global, on a l'impression qu'on l'a jeté aux orties. Et malheureusement, au dernier moment, et notamment en 2014, fin 2014, quand nous avons décidé d'aider pour que cette réforme soit faite, c'est l'opposition, dans son parti le plus important, qui a aidé le pouvoir en place à refuser. En quoi faisant? Mais attends, pas de réforme, pas d'élection. On peut aller aux élections sans les réformes. L'opposition dépose elle-même une proposition de loi à l'Assemblée. Ceux qui ont déposé, bien sûr, c'est le CAR et l'ADI qui avait eu l'initiative, mais l'ANC s'est joint. Et l'ANC retourne à l'Assemblée pour dire que non, que cette proposition de loi ne peut pas être discutée au sein de l'organe, c'est-à-dire la Commission constitutionnelle, qui a toujours, dans notre pays, discuté de ces propositions et qui, dans les tests, est l'organe au sein de l'Assemblée pour en discuter. Et du coup, on a tout bloqué. On a dit non, on ne va pas permettre à Faure Gnassingbé d'aller encore aux élections une fois, il faut aller une nouvelle fois, il a déjà fait 2 mandats, il faut aller devant la Cour constitutionnelle. Pardon, pour que la Cour constitutionnelle l'empêche d'aller aux élections. La Cour constitutionnelle, chez nous, peut-elle empêcher Faure Gnassingbé d'aller aux élections quand la Constitution dit que non, que le mandat est ouvert? On aurait pu accepter que disant, bon, ok, d'accord, nous concédons quelque chose, Faure Gnassingbé peut encore avoir un mandat, il peut aller encore aux élections une fois, mais à partir de là, c'est fini. Ok? Il y a limitation de mandat et en même temps, il ne pourra pas. Et pensez-vous que si c'était la proposition était faite à unir, ils auraient pu voter C'est la proposition que nous avons déposée sur la table. Mais, et nous avons discuté avec des gens qui ont dit... Est-ce qu'ils l'ont voté? Le problème... Ça a été bloqué en commission. C'est ce que je dis. La commission qui a bloqué la commission. Malheureusement, ce n'est pas UNIR qui a bloqué la commission. C'est l'opposition elle-même, notamment l'ANC, qui a bloqué les choses à la commission, en disant que cette commission n'est pas habilitée à discuter de ce projet. Je n'ai pas compris comment vous-même, vous cherchez à ouvrir une porte et vous vous donnez tous les moyens pour vous la bloquer. Je n'ai pas compris. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe là, la seule chose pour laquelle je prie parce que je n'ai pas d'autres moyens pour faire la coercition, je prie, c'est que enfin l'opposition soit cohérente. Qu'on ne nous mène plus les populations dans la rue aujourd'hui en disant nous voulons les réformes et que demain on dise bon ok on peut laisser les questions des réformes, sinon on va les repousser, elles ne seront jamais faites. Alors que proposez-vous concrètement pour que les réformes soient opérées? Vous, à votre niveau, à l'heure où nous parlons, que proposez-vous? Personnellement, j'ai pas de proposition ou de mesure à faire. La seule chose que je dis c'est que
chaque acteur politique, le chef de l'État le premier, comprenne qu'il est de l'intérêt de ce pays de faire ses réformes. Et donc il les engage. Moi, je ne parle pas à qui que ce soit, je parle au chef de l'État. Que le chef de l'État les engage. Il est le premier responsable de ce pays. Ces réformes sont indispensables, sinon le Togo tombera encore dans les crises que le Togo a déjà connues, qui vont amener des morts et des violences. Il est indispensable que le chef de l'État fasse opérer ces réformes. Il en a aujourd'hui les leviers, il faut qu'il les utilise. Je ne suis pas sûr que c'est en disant que l'opposition n'a qu'à faire ceci ou l'opposition n'a qu'à faire cela que ça va changer. Je crois que la volonté politique doit être dans le jeu, et la volonté politique, la première, la plus importante, vient du chef de l'État. Maître, par rapport à tout ce que vous avez dit, on a pu situer certaines responsabilités au sein de l'opposition par rapport à la crise qu'il y a et le manque de vision politique ou bien de stratégie. Est-ce que vous faites partie pratiquement de ceux qui sont du courant de pensée, qui estiment que l'opposition togolaise aujourd'hui mérite quand même de connaître une mutation, une nouvelle classe dirigeante au sein de l'opposition togolaise? Bon, c'est sûr que la classe dirigeante, à un moment donné, elle est sclérosée, il faut la remplacer. Hein, il faut faire des mutations, il faut évoluer. Tout comme nous parlons d'alternance au pouvoir, il faut qu'il y ait aussi de l'alternance dans les partis politiques. Il faut qu'il y ait renouvellement des idées. Ce n'est pas la chose la mieux partagée au Togo, mais il en faut. Et c'est vrai, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réforme au sein même de notre opposition. Qu'il y ait des nouvelles têtes qui viennent, c'est bon, mais les anciennes têtes qui ne veulent pas quitter doivent déjà commencer à faire une réflexion. On a vu l'alternance à la tête du CAR, ce que ça donne aujourd'hui, ça semble du désordre là. Non, ce n'est pas l'alternance. La responsabilité de ce désordre, c'est qui? Moi, non, je pense ce n'est pas l'alternance au niveau du CAR qui sème le désordre. C'est la volonté de ne pas faire l'alternance qui sème le désordre. Voilà, excusez-moi. C'est le refus de l'alternance à un moment donné qui sème le désordre. Et c'est le reflet de la situation générale au niveau du pays. Malheureusement. Le manque de volonté politique. Malheureusement. Alors, nous sommes en plein processus de décentralisation. On a vu, il y a je crois 2 semaines, l'Assemblée a eu à voter un nouveau texte portant création de nouvelles préfectures. L'opposition n'a pas participé au vote, s'est abstenu. Et vous, est-ce que vous avez suivi ce sujet? Est-ce que la création de la préfecture d'Aguanivé qui pose problème, ça acquiert votre adhésion? Vous savez, ceux qui ont les rênes du pouvoir font toujours avec ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils considèrent comme étant les projets. Hein? Et malheureusement, vous ne pouvez pas les empêcher si vous n'avez pas un moyen vous permettant de vous mettre à un niveau assez proche de celui auquel ils sont. Ce que j'ai simplement regretté, c'est que dans le monde entier, on évite la balkanisation, on évite l'émiettement, on va vers les grands ensembles. La France dernièrement a donné l'exemple, elle est partie de plusieurs régions, elle a essayé de regrouper parce que c'est beaucoup plus viable. Je ne comprends pas que dans ce petit Togo, on fasse de l'émiettement en disant que économiquement ça va nous favoriser. Je ne crois pas. Le gouvernement pas de vouloir rapprocher l'administration des administrés. C'est la raison évoquée. Pour rapprocher l'administration des administrés, on n'a pas besoin d'émietter le pays. Mon point de vue, c'est ça. On n'a pas besoin. On peut rapprocher l'administration des administrés sans avoir besoin. La France, qui a regroupé les régions, n'a pas l'administration qui est proche des administrés. Au Bénin, on a moins de régions que chez nous. Ils n'ont pas l'administration qui est proche des administrés. Les gens font des efforts pour rapprocher l'administration des administrés, mais ce n'est pas en émiettant. On nous a raconté ça dans les années 80-90, sous le régime, sous le pouvoir de Yadema. On ne me fera pas croire ça aujourd'hui, je ne crois pas. Ça ne favorise pas le développement du Togo. Mais les autorités pensent que c'est un catalyseur, un point de départ vers les élections locales, vers la vraie décentralisation revendiquée par les partenaires et les Togolais. Vous savez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. J'ai appris au niveau de la décentralisation, en discutant avec certains rouages du pouvoir, notamment de la décentralisation, que si on veut véritablement faire la décentralisation de façon émiettée, comme c'est prévu, c'est proposé, je crois, en 1998, le premier test qui est proposé, que si on veut faire les choses de cette façon-là, certaines entités ne pourront jamais vivre économiquement. Parce que c'est des petites entités, c'est des entités qui n'ont pas de ressources économiques. Alors, si on me dit ça, et qu'on me dit qu'il vaut mieux regrouper, pourquoi maintenant il faut diviser au niveau des préfectures? Puisqu'on nous dit qu'il faut regrouper pour que les entités décentralisées soient viables économiquement. Pourquoi il faut maintenant... Donc il y a des non-dits.
Je ne comprends pas ça. Personnellement, je ne comprends pas. Peut-être que les hommes politiques, et notamment le pouvoir, a des explications, mais pour le moment, je n'ai pas encore entendu d'explications qui me convainquent sur la nécessité d'émietter encore plus. Bon, en fait, maître, dans le processus de décentralisation, vous savez qu'il y a une dimension territoriale, démographique, économique et politique, mais et sociologique. Est-ce que pris ensemble dans le processus de décentralisation, même s'il y a une volonté entre guillemets d'émiettement, comme vous l'avez dit, est-ce que au-delà de cela, il y a un problème en termes de regroupement des régions et par rapport à ces 4 préfectures, à proprement parler, est-ce que techniquement ça pose fondamentalement un problème? Vous savez, je ne suis pas en train de gérer le pays. Je ne sais pas comment les préfectures, là, les nouvelles préfectures vont vivre et comment les anciennes vivaient déjà. Je sais, en tout état de cause, je sais que nos préfectures ont énormément de problèmes. Et je pense que plus on émiette et plus on créera des problèmes. Économiquement, au Togo, les préfectures ne vivent pas s'il n'y a pas la main tendue du pouvoir central. Or, justement, la décentralisation veut lutter contre ça. Que les préfectures, les communes, les villes puissent générer elles-mêmes économiquement ce qui les rend viables. Alors, si nous émiettons, je ne crois pas que nous irons vers là. Alors, selon vous, Maître Degri, que faut-il pour avoir, quelle démarche faut-il adopter pour une décentralisation réussie au Togo? Non, je crois que, comme en toute chose au Togo, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue. Un dialogue qui donne des résultats et des résultats qui se traduisent dans la réalité. Pas le dialogue qui donne des accords et qui ne sont jamais respectés. Non. Je parle d'un véritable dialogue. Ce qui veut dire que quand on commence, on discute, on se met d'accord sur quelque chose et puis après on l'applique. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, je crois que nous ne réussirons pas la décentralisation si nous ne passons pas par cette voie-là. Si on n'essaie pas de s'entendre, on va encore créer de nouveaux. Le processus qui sabote les dialogues? Parce qu'on en a toujours eu, on a toujours pris des résolutions, même jusqu'à l'accord politique global de 2006. Qui sabote les belles propositions issues des dialogues qu'on n'arrive jamais à appliquer? En fait, je ne parlerai pas de saboter, je parlerai de non-application. On n'applique pas les résultats des dialogues, on n'applique pas les accords. Généralement, celui qui est en position pour appliquer l'accord, c'est le pouvoir politique en place. C'est les gouvernants. C'est les gouvernants qui doivent mettre en application les accords qui ont été signés. S'ils ne mettent pas en application, c'est de leur faute. Mais que faut-il faire pour qu'ils le mettent en application, justement? Non, je ne crois pas qu'il faille faire quelque chose pour que les dirigeants mettent les accords en application. Quand on aime son pays, quand on gouverne pour son pays, quand on gouverne pour l'intérêt général, quand on a un accord qui montre que c'est ça qui peut marcher pour le pays, on le met en application. On n'a pas besoin de vous forcer. Donc vous voulez inviter à une prise de conscience? C'est très important, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Il faut que chacun, les gouvernants, la classe politique d'opposition, les fonctionnaires, les travailleurs, il faut que nous pensions à l'intérêt de ce pays d'abord. Si nous pensons à l'intérêt général, les choses viennent de soi. Mais maître, dans tout ça, est-ce que vous ne voyez pas que parfois certains comportements de certains responsables de l'opposition participent parfois à braquer certains au niveau du pouvoir? Lorsque vous prenez par exemple le chef de file de l'opposition qui peut écrire à un premier ministre pour lui demander de lui faire le point des sociétés publiques et tout, je ne sais pas. Non, je crois que le chef de file de l'opposition peut interpeller le gouvernement. Ça dépend. C'est-à-dire, il y a une façon de faire la manière. Voilà. On interpelle même à l'Assemblée. Oui. Et les gouvernants sont obligés de rendre compte. Ça se trouve, c'est-à-dire que cette démarche-là se trouve dans le cadre de la reddition de comptes indispensables. D'ailleurs, ces derniers temps, le pouvoir quand même a fait profil bas. Souvent, les ministres sont là. Exactement. Nous ne sommes pas très habitués à la reddition de comptes, qui est très important, et qui, justement, la reddition des comptes est un élément important qui favorise l'alternance au pouvoir. Lorsqu'on est dans le cadre de l'alternance, on est obligé de rendre compte. Parce que c'est sur le compte rendu qu'on va vous donner un quitus ou on va vous refuser le quitus. On va vous renouveler votre mandat ou bien on va vous refuser. Mais la méthode. Mais la façon de le faire, bon, je ne sais pas comment exactement ça s'est fait. Ce que j'ai compris dernièrement, c'est que le chef de file de l'opposition a adressé un courrier au Premier ministre. Non, il adresse un courrier au Premier ministre, le Premier ministre peut lui répondre. À partir du moment où le Premier ministre n'est pas injurié dans ce courrier, je ne trouve pas qu'il y a un problème. Je pense que le Premier ministre peut lui répondre en lui disant voilà ce que nous pouvons vous dire. Ou alors, rapprochez-vous de telle administration, on vous donnera les informations. Je crois que c'est aussi simple que ça. Maintenant, si le courrier est un courrier d'invective
en ce moment-là, on sort carrément du cadre du fonctionnement normal d'une république. C'est vrai qu'il y a le courrier, mais après le courrier, il y a aussi les commentaires, la façon de parler. Les commentaires, est-ce que c'est M. Fabre qui les a faits ou bien est-ce que c'est les gens qui le font dans la rue? Parce que les commentaires, il faut faire attention. J'ai écrit un courrier au chef de l'État. Les gens tombent sur le courrier et puis les gens en font des commentaires. C'est pas moi qui ai fait le commentaire. Maintenant, si vous avez des éléments de preuve comme quoi c'est moi qui ai poussé à ces commentaires-là, c'est autre chose. Si moi je commente ma lettre et que je la commente en faisant, en tenant des propos qui sont des propos pour invectiver, d'accord. Mais sinon, le simple fait d'envoyer un courrier, que les gens tombent dessus et qu'ils commencent à faire des commentaires. En qualité de leader, de chef de file. Maître Jean-Yves, malheureusement, le temps est parti pour l'émission vient de s'écouler, donc on vous laisse le mot de fin. Le mot de fin. Non, je pense que nous sommes encore à la croisée des chemins. Réforme, décentralisation. Aujourd'hui, nous avons deux choses. Et c'est indispensable que chacun des acteurs prenne ses responsabilités et la prenne dans le sens de l'évolution de ce pays. Et j'en appelle, encore une fois, au chef de l'État, qui fête son anniversaire aujourd'hui, on vient de me le dire tout à l'heure, j'en appelle à lui une nouvelle fois pour que la sagesse dont Dieu a doté Salomon pour conduire son pays, qu'il ait une petite portion de cette sagesse-là et qu'il fasse les choses aujourd'hui pour que le pays puisse évoluer et qu'on ne retombe pas dans la crise en refusant de les faire. Voilà ce que je peux dire. Vous voulez les réformes, vous? Absolument. Pourquoi n'allez-vous pas le chef de l'État avec au niveau de la société civile pour lui demander? Monsieur Junior, il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas sur un plateau. Mais je peux vous dire que je fais tout, par tout moyen, pour que les réformes se fassent au Togo. Et depuis, un jour peut-être je vous dirai tout ce que j'ai fait. Okay. Merci mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Docteur de Sirius Taché Vinci. Nous avons comme invité Maître Jean-Yves Degri, il est avocat au barreau du Togo, ancien ministre, et aussi président de l'association Bâtir le Togo. Merci Maître d'être venu. Merci à notre confrère Carlos Ketaou de l'Indépendance Presse. Merci aussi à Augustin Sizine des Échos du Pays. Mesdames, messieurs, on se retrouve mercredi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.